Bienvenue à tous, merci de vous informer sur RTI 1. À l'aide de l'actualité, ce dimanche 27 février, le Premier ministre s'est rendu au grand marché de Yamoussoukro, ravagé en partie par un incendie le 29 décembre dernier. Plus de 300 millions de francs CFA de pertes enregistrées. Patrick Achi a promis le soutien du gouvernement aux commerçants sinistrés. Un autre drame beaucoup plus récent dans la commune de Treichville. Un immeuble en construction s'est effondré au petit matin ce dimanche sur une cour habitée. Le bilan est lourd, 27 victimes dont 7 personnes décédées. Et puis aujourd'hui dimanche, Paris ferme son espace aérien aux compagnies russes. La France emboîte ainsi le pas à de nombreux pays européens qui ont pris une mesure similaire en représailles à l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Bonsoir à tous. À Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, le Premier ministre Patrick Achi s'est rendu au lycée scientifique de la ville. Il a fait le constat de l'état de délabrement de cet établissement d'excellence. Des travaux de rénovation sont annoncés. Mama Traoré. Au lycée scientifique de Yamoussoukro, personne ne s'attendait à une telle visite ce vendredi matin. Celle du chef de gouvernement dans ce mythique temple du savoir. Une fois sur place, Patrick Achi se rend dans une salle de classe pour échanger avec les élèves. Qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard? Je vais être pilote. Je vais être pilote, il dit. Et toi, docteur, quoi? Agronome. Agronome. C'est en tout cas de très bonnes choses. Ce qu'on veut, c'est que vous travaillez bien, que vous travaillez beaucoup. En tout cas, félicitations, tous mes encouragements. Ce passage éclair au lycée scientifique de Yamoussoukro n'était pas prévu à l'agenda initial de cette visite de travail du chef de gouvernement, mais l'urgence l'a commandé. En état de vétusté, cet établissement d'excellence est toujours en attente de sa rénovation, malgré la disponibilité des financements. Les derniers obstacles viennent d'être levés. Un financement du C2D, de l'AFP, pour réhabiliter le lycée scientifique et également créer des classes de préparation aux grandes écoles, ivoiriennes ou internationales. Et pour que cela puisse se faire, il faut que les écoles mixtes qui étaient à l'intérieur du lycée scientifique puissent être déplacées à l'extérieur. Mais là également, nous avons les financements pour construire ces écoles-là. Le problème était celui de mobiliser des terrains à taille, une superficie suffisante pour démarrer le projet. Je crois que là, avec monsieur le préfet, ainsi que ses collaborateurs, ce site-là sied parfaitement et pourrait donc très rapidement être mobilisé, moyennant donc des purges qui vont se faire très rapidement pour que les travaux puissent démarrer, puisque l'entreprise est déjà identifiée, les financements sont identifiés. Ça veut dire que ces écoles-là, normalement, doivent ouvrir pour la rentrée prochaine. Donc pour nous, c'est un problème qui est réglé et on donnera les instructions nécessaires pour que les choses aillent extrêmement vite. La rénovation du lycée scientifique de Yamoussoukro est financée à hauteur de 30 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et de développement. Sur place à Yamoussoukro, le chef du gouvernement a aussi visité le grand marché qui a connu un incendie en décembre dernier. Patrick Achi a promis le soutien du gouvernement aux commerçants sinistrés face aux nombreux dégâts matériels estimés à plus de 300 millions de francs CFA. Mama Traoré. Sur les murs qui tiennent encore debout, l'impact des flammes de l'incendie qui a ravagé une partie du grand marché de Yamoussoukro dans la nuit du 29 janvier dernier est encore visible. Arrivé sur les lieux, le Premier ministre Patrick Achi échange à bâton rompu avec les commerçants pour s'enquérir des dommages causés. Nous avons eu 6 personnes sinistrées qui s'élèvent à plus de 300 millions. Et il y avait quoi dans les magasins? Les magasins, c'était pour la plupart des magasins de gros et de demi-gros de denrées alimentaires et un magasin d'électroménager où le feu a commencé. Ça fait la 6e fois que l'on perd le marché de Yamoussoukro. 6e. Voilà, donc nous souhaitons vraiment qu'on nous trouve un bon marché digne de Yamoussoukro. Ce grand marché digne de Yamoussoukro, la capitale politique,
est un projet déjà envisagé par la mairie. Il y a la construction du nouveau marché prévu par M. le Président de la République. C'est à Coquelinou. Nous cherchons les moyens actuellement pour reconstruire ce marché-là, pour accueillir tous les commerçants d'ici. Actuellement, on racole un peu pour pouvoir leur permettre de faire leur commerce. Le chef du gouvernement annonce que ce projet bénéficiera de l'appui du gouvernement. L'État contribuera d'une façon ou d'une autre à les réinstaller. Voilà. Maintenant, ça c'est à court terme. Maintenant, comme il dit, à moyen terme, je pense qu'aujourd'hui, ce marché, non seulement il est dépassé en termes de volume, mais les normes même de construction ne répondent plus aux exigences du moment. De telle sorte que si on ne trouve pas une solution durable, l'incident qui est survenu pourrait se reproduire. Parce que les installations, souvent électriques, etc., ont été faites dans un contexte qui ne respecte pas toujours les standards. Donc maintenant, il faut effectivement réfléchir, comme nous disent M. le ministre, M. le maire, puisqu'il y a un site, je dirais, qui existe, à voir comment on peut faire en sorte de régler durablement ce problème-là. Manifestant la solidarité du gouvernement aux commerçants sinistrés du grand marché de Yamoussoukro, le Premier ministre leur a fait don d'une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Nous allons maintenant parler de la crise en Ukraine qui impacte les Ivoiriens. Le gouvernement est très préoccupé de la dégradation de la situation ces derniers jours. En cause, les ressortissants ivoiriens vivant sur place. Des mesures sont prises dans l'urgence et nous en parlons avec le directeur général de la diaspora. Bonsoir, monsieur Karamoko Gaussou. Bonsoir, madame. Bienvenue. Merci bien. Alors, tout de suite, on aimerait savoir combien d'Ivoiriens sont présentement sur le sol ukrainien et comment est-ce qu'ils se portent? On peut dire qu'aujourd'hui, nous avons 600 Ivoiriens qui vivent en Ukraine, dont 300, un peu plus de 300 qui essaient de franchir la frontière ukrainienne, qui sont plus regroupés dans une ville qui s'appelle Lviv, où ils ont vraiment besoin d'assistance. Mais globalement, on peut dire que les citoyens ivoiriens se portent relativement mieux, parce qu'on ne déplore pas de pertes en vies humaines, il n'y a pas de blessés, il n'y a même pas d'arrêté, on va dire. Donc, c'est une certaine crise, on ne peut pas dire que c'est beau, c'est bon, mais les Ivoiriens, quand même, relativement, ça va. Pour le moment, physiquement, en tout cas, physiquement, ça va. Alors, le chef de l'État est particulièrement préoccupé de cette situation et très attentif. Des mesures ont été prises immédiatement. Quelles sont ces mesures-là? La première mesure, c'est de demander au nom du chef de l'État, puisque c'est sous sa vision que tout se fait, la ministre d'État, la ministre des Affaires étrangères, l'intégration africaine et la diaspora, à dépêcher l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne, le général Philippe Mangou, qui va se rendre en Pologne et qui va aller à la frontière ukrainienne, qui ira jusqu'à Lviv, où se trouvent la plupart des Ivoiriens, pour mettre en place un dispositif d'évacuation de nos concitoyens qui se trouvent dans cette situation d'étau, de crise. Et donc ça, c'est la principale mesure qui va être réalisée très bientôt. Mais avant, il y a eu la mise en place d'un comité de crise qui est piloté aussi par la ministre des Affaires étrangères, qui en est la présidente, avec nous autres qui l'accompagnons, notamment le secrétaire général des Affaires étrangères, le directeur général des relations bilatérales et moi-même. Ce comité suit au quotidien l'évolution de la situation en Ukraine. Nous sommes en contact permanent avec nos frères, nos sœurs, pour voir l'évolution au quotidien et les mesures qui peuvent être mises en place pour les accompagner à sortir de la situation. Nous avons justement eu un contact téléphonique avec le président national des Ivoiriens d'Ukraine. Il s'appelle Ousseini Sidibé. Il nous a effectivement rassuré de leur intégrité physique et du fait qu'ils sont régulièrement en contact avec les autorités ivoiriennes. Donc le regroupement est en train de se faire. Mais l'aspect opérationnel sur place, vous avez parlé de l'ambassadeur qui se rend sur place. Comment concrètement ça va se passer? De façon concrète, il s'agit d'amener les Ivoiriens, puisque tout le monde se trouve à Lviv aujourd'hui, de les amener à se regrouper, comme d'autres citoyens ivoiriens ou africains le font. Vous regroupez, l'alerte est prise en compte par l'ambassade ou l'ambassadeur, le général Philippe Mangou. Il va y avoir un couloir avec des convois qui vont être organisés. Et donc, la ligne va se suivre jusqu'à ce qu'on atteigne la frontière et puis franchir le cap de la Pologne. Est-ce qu'il est question de les ramener en Côte d'Ivoire ou juste les sortir de la zone Non, je crois que l'urgence aujourd'hui, c'est juste les sortir de la zone de crise. Une fois qu'ils seront en Pologne, la suite, on va l'examiner, étant donné qu'on est en permanence en contact avec eux. En temps réel, les choses pourront être mieux appréciées.
Merci, Monsieur Gaoussou Karamoko. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la diaspora et nous continuerons de suivre cette situation donc en Ukraine avec vous dans les jours à venir. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Et les réactions se suivent en cascade à travers le monde. Ce dimanche 27 février, la France a décidé de fermer son espace aérien aux compagnies russes. Elle emboîte ainsi le pas à de nombreux autres pays européens qui ont pris des mesures similaires en représailles donc à cette attaque de l'Ukraine par la Russie. On a notamment l'Allemagne, la Suède, la Belgique, la Pologne ou encore l'Estonie. L'Italie a demandé à l'ensemble des pays membres de l'Union européenne de suivre donc le mouvement. Quant à la France, elle a aussi réclamé une coordination européenne rapide sur le sujet. Un autre drame ici en Côte d'Ivoire et c'est dans la commune de Treichville. Un immeuble de 7 étages en construction s'est effondré. C'est aujourd'hui, dimanche au petit matin. Le bilan est lourd. De 5 morts, les chiffres montent à 7 personnes tuées et au moins une vingtaine de blessés. Amadou Ouattara. Treichville, avenue 3, rue 17. Ce dimanche matin, sous ces décombres, les sapeurs-pompiers militaires, soutenus par des jeunes volontaires, réussissent à sauver une vie. Non loin de là, des populations sont encore sous le choc. On a appelé mon mari qu'il faut venir à Treichville. Il y a quoi? Il dit, papa, faut venir. Tous ces gâteaux. Il s'agit ici d'un immeuble de R+7 en construction qui s'est effondré. En minuit et 1h du matin, on a entendu un très grand bruit. Dans le sauve-qui-peut, on avait un grand nuage de poussière qui nous empêchait d'avancer. Depuis que cet immeuble est arrivé au 4e niveau, on avait vu AD détruit et les travaux s'étaient arrêtés 2 jours et ça a repris de plus belle. Aujourd'hui, je crois que le constat est là. Le commandant des sapeurs-pompiers militaires, en charge de cette opération, fait un point de la situation. Nous avons été alertés cette nuit aux environs de 1h du matin pour l'effondrement d'un immeuble sur les habitations contiguës. Aussitôt, nous avons engagé 8 engins et 40 sapeurs-pompiers. Le bilan provisoire fait état de 22 victimes, dont 5 décédés. Parmi les 22 survivants, 7 victimes qui ont été extraites et remises à leur famille car ne présentant pas de lésions particulières. Les 15 autres évacués au sud de Treichville par nos différents engins. Les opérations se poursuivent. Malheureusement, le nombre de morts va connaître une évolution lors des évacuations. Informé de ce drame, le maire de la commune de Treichville et la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté se sont rendus aussitôt au chevet des familles sinistrées. Des contrôles ont été faits et malheureusement, nous assistons encore à ce genre de drame. Je peux vous dire qu'au niveau du conseil municipal, nous prendrons les mesures qu'il faut. Aujourd'hui, il faut faire face à une situation. Vous voyez ce bâtiment qui est là, la chute de l'effondrement de cet immeuble en construction l'a ébranlé dans ses fondations. Il faut évacuer cet immeuble, il faut reloger une dizaine de familles qui sont là. Je crois qu'avec le gouvernement, nous allons voir les mesures à prendre. Le gouvernement se devait d'être aux côtés des populations. Et nous voulons dire merci à la jeunesse de Treichville, dire merci aux sapeurs-pompiers. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles des victimes. Le gouvernement apportera son assistance aux blessés et dans les jours à venir, nous reviendrons. Pour l'heure, les recherches continuent avec l'appui des chiens spécialisés en la matière. Les recherches sont effectivement en cours et à l'heure actuelle, des membres du gouvernement sont sur place cette nuit même sur le lieu du drame. Vous aurez plus ample information dans nos prochaines éditions. Et on va parler diplomatie avec cette rencontre de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique avec le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le docteur Eugène Aka Awele. Abou Sanogo nous propose un point de cette rencontre. En se rendant au Conseil économique, social,
environnementale et culturelle, CESEC, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, Richard Bell, a voulu renforcer ses connaissances sur le fonctionnement et les missions de l'institution. Une chambre consultative qui assure la représentation des principales activités économiques et sociales. Je voulais vraiment m'informer et j'ai beaucoup appris. Alors j'espère que nous allons pouvoir trouver moyen de travailler ensemble à l'avenir. À l'issue de cette rencontre avec le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Dr Eugène Aka-Aoli, le diplomate américain entend œuvrer pour la facilitation de la collaboration entre le CESEC et les institutions sœurs basées aux États-Unis d'Amérique. Collaboration qui contribuera assurément à un partage d'expériences. Autonomisation féminine en Côte d'Ivoire, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en partenariat avec la Fondation Orange, vient d'inaugurer un tout nouveau centre digital. Il se trouve au sein même de l'Institut de formation et d'éducation féminine Marie-Thérèse Oufouette-Boigny dans la commune d'Adjamé. Reportage. L'inclusion numérique est aujourd'hui une réalité pour les femmes d'Adjamé. L'Institut de formation et d'éducation féminine Marie-Thérèse Oufouette-Boigny d'Adjamé compte désormais en son sein une maison digitale. L'inauguration a été faite en présence de la ministre Nassénéba Touré. La mise en place de cette infrastructure digitale s'inscrit dans l'objectif de renforcer les capacités des populations vulnérables et permettre aux femmes de s'adapter à l'évolution de la technologie. Avec son projet Maison digitale, la Fondation Orange Côte d'Ivoire s'engage en faveur de l'autonomisation de la femme parce que les femmes ont également la capacité d'influencer le changement socio-économique. Il s'agit de la 16e maison digitale du ministère pour le bénéfice des femmes entrepreneurs vulnérables en vue du renforcement de leur capacité entrepreneuriale et de leur alphabétisation numérique. Des ordinateurs portables, des tablettes et des vidéoprojecteurs ont été mis à disposition pour faciliter la formation des auditrices. Abibata, quinquagénaire, parvient aujourd'hui à se familiariser à la lecture, à l'écriture et au digital grâce aux différents modules de formation offerts par la maison digitale de l'IFEF d'Adjamé. Il nous encadre bien, il ne se moque pas, il nous montre, on ne connaît pas où on vient, ils vont nous montrer toujours. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, je peux écrire mon nom. Les messages, je peux lire un peu. La ministre Nassénéba Touré s'est réjouie de la qualité du contenu de formation dont bénéficient les femmes et a salué l'engagement constant de la Fondation Orange Côte d'Ivoire. En apprenant le digital, elles apprennent à gérer leur entreprise avec des modules vraiment que moi je trouve très innovants. Nous avons d'autres projets que nous allons leur présenter dans le sens de l'autonomisation des femmes, l'alphabétisation des femmes. Au cours de l'année 2020-2021, ce sont 519 femmes, dont 283 en alphabétisation et 236 en éducation financière, qui ont été encadrées dans les 16 maisons digitales implantées dans les différentes régions du pays. L'Union des Minyanka et Amis de Côte d'Ivoire vient d'être officiellement constituée. Elle a pour objectifs principaux de faire la promotion de la paix et du vivre ensemble et mettre son expertise au service du développement de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Djeneba Ouattara est commenté par Charles Tatsou. Renforcer les liens de fraternité, de solidarité et de paix entre les membres de la communauté Minyaka pour contribuer au développement du pays d'accueil à travers la promotion de leur patrimoine culturel. Tels sont les objectifs du peuple Minyaka vivant en Côte d'Ivoire. Pour relever ce défi, les membres de cette communauté se sont réunis au sein de l'UMACI, Union des Minyaka et Amis de Côte d'Ivoire. L'organisation naissante vient de tenir sa première assemblée générale constitutive autour du thème « Prise de conscience de son identité culturelle ». Assemblée au cours de laquelle Traoré Youssouf est désigné président de l'UMACI pour un mandat de 5 ans. Le Minyanka a aussi ses valeurs, ses origines et sa propre culture. Donc cette culture était en voie de disparition.
il fallait vraiment nous réunir pour essayer d'expliquer l'identité culturelle à nos communautés. Les autres Mienga qui n'ont pas d'abord compris, et moi mon priorité c'est pour les faire venir. Il faut qu'on soit une seule famille. Je suis très émue, je suis vraiment contente. On a mis notre président aujourd'hui et on espère qu'il va nous aider à améliorer tout ce qu'on a comme petits soucis dans notre communauté. Parrain de cette cérémonie, le représentant du directeur général de la RTI a traduit le soutien et l'engagement de Fosséni Dambélé à accompagner l'UMASI dans ses actions sociales et de développement. Le directeur général de la RTI, qui est un homme d'abord de culture, m'a demandé de livrer aux différents acteurs de l'Union des Mignakans et Amis de Côte d'Ivoire son soutien d'abord, ses encouragements et les amener à persévérer dans cette voie, celle du renforcement de la cohésion sociale et militer davantage pour une paix durable en Côte d'Ivoire. En marge de cette Assemblée générale, des membres de cette communauté ont reçu des diplômes d'honneur et de reconnaissance pour leur contribution et leur dévouement à la promotion du vivre ensemble. Le bureau exécutif national de l'UMASI compte 15 membres. Protection de l'environnement, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire accorde chaque année une subvention à l'Office ivoirien des parcs et réserves. Cette année, c'est une enveloppe de 1,330 milliard de francs CFA qui a été dégagée. Grâce Kando. La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire octroie une subvention d'1,330 milliard de francs CFA à l'Office ivoirien des parcs et réserves. Un don non remboursable matérialisé par une signature de convention entre les deux entités. Ces fonds qui sont donc octroyés à l'Office ivoirien des parcs et réserves sont donc audités et nous sommes satisfaits des résultats obtenus. Et depuis quelques années, on voit que la gestion des parcs nationaux s'améliore d'année en année. Et à terme, nous voulons donc arriver à octroyer à peu près 2 milliards de francs de subventions non remboursables annuellement à l'OIPR. Un don apprécié à sa juste valeur et qui sera utilisé à bon escient. Ces fonds vont servir à financer les coûts récurrents de ces parcs nationaux, notamment tout ce qui est activités de surveillance, activités de suivi écologique, appui aux populations riveraines et des activités de management. En la réalité, les fonds nous permettent d'être plus opérationnels sur le terrain, d'assurer la couverture de l'ensemble de ces 4 aires protégées. Aujourd'hui, nous pouvons accueillir des touristes sur ces sites-là grâce au financement de la Fondation pour les parcs et réserves. Un don qui prend en compte la gestion des parcs nationaux de Taï, Komoé, Azani et le Mont-Sangbé. De 2014 à 2021, la Fondation a octroyé au total un montant de plus de 7 milliards de francs CFA. Depuis la mise en œuvre de ce mécanisme innovant de financement pérenne de la conservation des aires protégées, dans notre pays, nous avons enregistré d'importants acquis qui viennent ainsi réaffirmer l'engagement du gouvernement ivoirien en matière de protection de l'environnement en général et de la diversité biologique en particulier. Notre pays peut être fier d'avoir adopté une stratégie cohérente de gestion de ces aires protégées avec la mise en place de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Autre temps fort de cette rencontre, la remise des trophées et de pins au directeur général de l'OIPR pour sa nomination au grade de conservateur général, ainsi qu'au ministre Jean-Luc Assy et ses proches collaborateurs pour leur implication dans la gestion des parcs et réserves. La question de la cherté de la vie et de la flambée des prix des produits de première nécessité suscite de nombreuses réactions ces derniers jours. Pour en parler, le ministre du Commerce et de l'Industrie était sur notre plateau à 13h. Souleymane Diarra-Souba a donné les mesures prises par le gouvernement. Un extrait de son entretien avec Amsa Diaby. Aujourd'hui, nous sommes globalement dans une conjoncture internationale qui est défavorable. Parce que vous avez noté en fait l'impact de la Covid en fait sur les activités économiques depuis 2020, qui a déstructuré toutes les chaînes d'approvisionnement, qui a amené en fait, qui a détruit une partie de la force de travail, et tout ceci a impacté en fait les stocks au niveau de certains produits importants, que ce soit les produits oléagineux, les céréales au niveau international.
Et avec la reprise des activités économiques, il y a certains grands pays, notamment de l'Asie, qui ont essayé de reconstituer les stocks, je veux dire, de plus de 50% que le niveau initial. Et tout ça, je veux dire, a impacté les marchés et les cours de ces produits, notamment de l'huile à l'international, également d'autres céréales, ont vraiment flambé. Et ce qui n'était pas neutre, en fait, sur le cours de certains produits en Côte d'Ivoire. Là, le gouvernement, le 21 juin dernier, a fait adopter une communication mettant en œuvre, en fait, 8 mesures immédiates et 17 mesures structurelles que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et quand vous regardez ces mesures, il y avait des mesures par rapport au renforcement de la concertation entre les États et entre l'État, et tous les acteurs concernés. Ça, nous le faisons tout le temps. Deuxièmement, il y avait le renforcement également de la communication et de la sensibilisation. Grâce à la RTI, on a des créneaux qui nous permettent de communiquer, je veux dire, aux Ivoiriens, et également d'être sur les réseaux sociaux. Il y a des publications qui sont faites. Et il y avait les comités locaux de lutte contre la vie chère à installer dans les régions de Côte d'Ivoire. À ce jour, cela a été fait également. Et tous ces comités qui regroupent des commerçants, des consommateurs, présidés par les préfets des départements, sont installés dans l'ensemble des régions. Et il y avait la problématique, en fait, d'ajouter à la farine boulangère des céréales qui sont produites localement. Et ce que nous avons fait... de farine de manioc. Depuis le 17 février, le comité ivoirien de normalisation s'est réuni et a adopté les nouvelles normes, en fait, qui sont rendues publiques très prochainement. Donc, pour dire que nous travaillons sur tous ces sujets. Et également, il fallait travailler contre le racket sous toutes ses formes. Et puis également avec d'autres mesures structurelles qui portent notamment, en fait, sur l'amélioration de l'offre, aussi bien au niveau des produits agricoles qu'au niveau des ressources halieutiques et des protéines animales. 7 villages de Yamsokro viennent d'être raccordés au réseau électrique national, un investissement de plus de 380 millions de francs CFA qui vient permettre à plus de 6 000 personnes d'avoir accès à l'électricité. Kader Sogodogo. Badala, village de la sous-préfecture de Yamoussoukro, a battu le rappel de ses fils pour réserver un accueil des grands jours au ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, député de la localité. Il vient ajouter un pan important dans l'histoire de ce village. Badala, Faboudougou, Lamine-Dougou, Mamoundougou et Bezrou sont au total 7 villages qui sont connectés ce jour au réseau électrique national. Vous avez devant vous aujourd'hui un fils, un cadre très heureux d'avoir pu participer, je veux dire, à la réalisation de cet important investissement. Et nous ne cesserons jamais de remercier le président Alassane Ouattara parce qu'on constate que dans sa politique de développement, Yamoussoukro, dans tous les secteurs d'activité, a toujours sa part, est toujours présente. Et cela nous permet de dire aux populations de continuer à faire confiance au président Ouattara, de continuer à renforcer la cohésion, la concorde et de promouvoir le vivre ensemble. Ce sont au total 6 000 habitants qui sont impactés directement par cet investissement de 380 millions de francs CFA décaissés par l'État de Côte d'Ivoire à travers Côte d'Ivoire Énergie. Les populations dans leur ensemble n'oublieront pas de sitôt ce jour. Nos parents, après les durs travaux champêtres, pourront enfin se désaltérer avec de l'eau glacée. Dans nos mamans et nos femmes, elles ne pleuront plus les céréales dans les montagnes si les moulins sont installés. Je dis que je suis sorti des ténèbres. Monsieur le Président de la République, je le remercie. Je viens d'avoir du courant dans mon village à Bezrou. Une joie parce que depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est maintenant que Bezrou, qui est un des villages Nanafoué dans la commune de Yamsokro, vient d'avoir le courant, l'électricité, vient de voir le jour. Le programme Électricité pour tous est un pilier important du programme social du gouvernement. Voyons maintenant l'actualité internationale de la semaine qui nous est résumée dans le 7 sur 7 de Moussa Konaté. Au moins 63 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un stock de dynamite sur un site artisanal d'extraction d'or à Gongombiro, sud-ouest du Burkina Faso,
ont annoncé des sousures provinciales et médicales. Des milliers de Soudanais ont manifesté contre le coup d'État du général Abdel Fattah. Ces rassemblements ont coïncidé avec la visite de l'émissaire de l'ONU pour les droits humains. Le Sénégalais Adama Dieng devrait rencontrer les responsables soudanais et les acteurs de la société civile pour tenter de faire la lumière sur la répression des manifestations. 4 militaires de l'armée française opérant sous la bannière de l'ONU avaient été arrêtés lundi en Centrafrique et accusés sur les réseaux sociaux d'avoir voulu assassiner le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Ils ont été libérés jeudi sans poursuite, a annoncé l'ONU. La Russie a lancé une offensive militaire contre l'Ukraine jeudi matin. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré à la télévision avoir pris cette décision officielle sur demande des leaders des régions séparatistes du Donbass reconnues par Moscou en début de semaine. Après 48 heures de séjour au Mali, la mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a quitté vendredi Bamako sans accord avec la junte au pouvoir sur la durée de la nouvelle transition. 3 officiers supérieurs de l'armée bisso-guinéenne ont été relevés de leurs fonctions. Parmi eux, le chef d'état-major adjoint, le général Mamadou Kourouma. C'est le premier changement au sommet de la hiérarchie militaire après le coup d'État du 1er février. La Corée du Nord a tiré dimanche un missile balistique en direction de la mer de l'Est. C'est le 8e cette année. Après un mois d'accalmie pendant les Jeux olympiques de Pékin, la présidence sud-coréenne a exprimé sa profonde préoccupation face à ce lancement survenu au moment où le monde s'efforce d'arrêter la guerre en Ukraine. De l'actualité internationale de Moussa Konaté, commenté par Éric Goré. Merci de nous avoir suivis. L'information, c'est aussi rti.info. Avant 3h, Aboulaye Koné vous propose un nouveau journal. Et moi, je vous dis à demain, 20h. Bonsoir à tous.